Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire le bilan de ce Paris-Nice 2019 avec la victoire d'Egan Bernal le Colombien. Alors Egan Bernal, très très bon coureur qui s'est bien débrouillé pendant cette semaine, hein. Ça n'a pas été un Paris-Nice facile. Deux premières journées avec énormément de vent, les coups de bordure. Pour un Colombien comme Quintana, il s'en est bien sorti. L'étape 3 qui était pas simple en fin de journée également du côté de Moulins, où il y a eu quelques tentatives de coups de bordure et ça n'a pas marché. Et puis après, ouais, il a bien géré les étapes de montagne. Il a bien géré le contre-la-montre. Il a mieux géré l'étape du Turini que Kwiatkowski, pardon, le Polonais qui, voilà, comme je l'avais dit dans ma vidéo de bilan de mi-parcours de ce Paris-Nice, qui aurait certainement du mal sur la longueur. Du côté du col du Turini, c'est pas forcément quelqu'un qui aime les longs cols et ça et on s'en est aperçu, hein, il a craqué dans cette montée. Il fait troisième quand même, Kwiatkowski. Bon, les Sky qui ont dominé encore une fois ce Paris-Nice, c'est une course où ils arrivent un peu mieux à mettre leur empreinte que sur Tirreno Adriatico parce que le parcours leur convient mieux. Il y a toujours une grosse étape de montagne. Et là, cette année, ils se sont pas fait avoir sur l'étape de Nice dimanche a été animé, mais par Quintana, hein, qui a tenté de partir de loin. Mais au final, on le sait, hein, sur ce parcours-là, c'était la même étape que l'année dernière, hein, sur Paris-Nice, la dernière étape, autour de Nice, 110 km. On est obligé de partir de la Côte de Peille. Et le problème, c'est que partir de la Côte de Peille, c'est loin, parce que le col d'Aise, c'est pas assez dur. Et le col des quatre chemins non plus, c'est pas assez compliqué. Donc, tu es obligé de partir de loin. T'es obligé de tenter et le problème c'est qu'il s'est retrouvé à voir Anacona et c'était pas Solaire parce que Solaire a fait un gros travail mais il y avait Anacona et je sais plus quel coureur qui était dans l'échappée de 30 qui ont lâché très vite. Alors ils pensaient ils allaient l'aider un peu plus longtemps et puis il n'y a pas eu forcément d'entente avec les leaders pour la victoire qui attendait un peu trop du travail de Quintana. Donc c'est pour ça que ça a échoué, hein, pour 40 secondes. Au final, il n'a pas repris beaucoup, il a repris 7 secondes sur cette étape. C'est quasiment rien, hein, parce que le peloton a fini très très proche de Quintana. Bon, alors le bilan de cette course. Bernal, très jeune coureur, beaucoup de potentiel, vainqueur du Tour de l'Avenir déjà, l'année dernière sur le Tour, qui avait été un très bon équipier pour Chris Froome. Performant, il s'est pas fait avoir sur les coups de bordure, bon sur le contre-la-montre, enfin quand même. Ouais, c'est un coureur un coureur d'avenir qui devrait être. Vous savez que du côté de la Sky, on l'attend comme le nouveau Christopher Froome, hein, le remplaçant de Froome. Je crois ils l'ont déjà. Le problème pour eux, ça va être de gérer tous ces grands coureurs. Parce qu'ils ont 3 voire 4 coureurs qui sont capables de gagner le tour. Voilà, quant à Geraint Thomas, c'est capable de gagner le tour. Froome, pas capable de gagner le tour. Bernal, capable de gagner le tour. Ils ont un jeune Colombien aussi, qui est encore plus jeune que Bernal, je sais plus comment il s'appelle. Narvaez, aussi l'équatorien, c'est un bon équipier, mais il va pas gagner le tour, mais c'est un bon coureur. Qui est jeune, je sais plus comment il s'appelle, le coéquipier de Quintana, pardon, de Bernal, qui est colombien, mais qui est aussi très performant. Ça va être compliqué de gérer tous ces très bons coureurs, et il y aura forcément des déçus et peut-être des départs à la fin de saison dans 2 ans. Même si on sait que la Sky vient de trouver un nouveau sponsor qui est une grosse entreprise dans le domaine de la pétrochimie. Pardon, pas de la pétrochimie, mais dans le domaine de la chimie, et qui devrait apporter un gros budget à cette équipe. Quintana deuxième. Eh bien, Quintana, il a enfin pris des risques. Et c'est ce qu'on attendait de Quintana. Il a pris des risques lors de la dernière étape. Il a suivi lors de l'étape du col du Turini parce que je pense qu'il pouvait pas attaquer. Mois de mars, c'est toujours un peu tôt aussi pour lui. Il y a des coureurs comme ça, comme Quintana, comme Bardet, qui n'aiment pas trop le mois de mars. Et puis après, derrière, il a très très bien couru. S'est pas fait avoir dans les coups de bordure.
malgré une équipe qui n'est pas forcément la meilleure dans ce domaine-là, la Movistar. Il a plutôt bien roulé sur le contre-la-montre, même si encore une fois, c'est pas un spécialiste et ça se ressent, hein. Il perd le Paris-Nice à ce moment-là sur le chrono, parce qu'en 25 km, il fait pas un très bon résultat. Après, voilà, il a tenté lors de la dernière étape. Je trouve que pour un mois de mars, il m'a l'air plutôt plus en forme que l'année dernière, et qu'il y a 2 ans. Donc ça me semble très intéressant pour le Tour de France du côté de Quintana. Donc Kwiatkowski, troisième, mois de mars, il est toujours performant. L'année dernière, il remporte Tirreno. Cette année, il fait troisième de Paris-Nice. Il est préparé pour Milan-San Remo, qui arrive en fin samedi. Il est préparé également pour les classiques ardennaises, qui sont un autre gros objectif pour lui au mois d'avril. Donc, c'est pas étonnant de le voir en forme et de le voir performant à ce moment-là de la saison sur un parcours, encore une fois, par l'étape du col du Turini, c'était un parcours qui pouvait convenir à ce type de coureur. Quatrième, la grosse cote, Jack Haig de Mitchelton. Euh, Coureur qui est pas du tout le plus connu, qui n'était pas le leader chez Mitchelton, vu que leur leader c'était plutôt Chavez, mais qui n'a pas été très performant. Bah voilà, il finit avec une 21. Il a bien tenu dans l'étape du Turini. Euh, voilà, c'est un coureur qui a été performant sur une course d'une semaine. Alors, est-ce qu'il est capable de rééditer ça sur une course de 3 semaines? C'est la question qu'on peut se poser. Mais il a tenu dans le Turini, il a tenu également lors de l'étape de Nice, il s'est accroché. Mais il a plutôt été performant sans forcément avoir une équipe autour de lui qui était exceptionnelle. Parce que le problème de la Mitchelton Scott sur cette course, c'est qu'elle avait mis également des équipiers pour Matteo Trentin, leur sprinter puncher italien. Donc il leur manquait peut-être des hommes forts et des équipiers forts pour les étapes de montagne. Cinquième, Romain Bardet. Romain, on l'a pas forcément énormément vu. Il a raté le coche sur l'étape de Nice. Il a tenté de sortir, mais il n'a pas réussi à revenir sur le groupe Quintana. Il s'est retrouvé en chasse-patate entre le groupe Quintana et le peloton. Donc il a décidé de re-rentrer dans le peloton, ce qui était, je pense, la bonne chose à faire. C'est un mois de mars pour Romain Bardet. Il n'est jamais très performant au mois de mars. C'est pas quelqu'un qui aime forcément les débuts de saison comme ça, même il avait fini l'année dernière deuxième de la course en Toscane avec les routes blanches italiennes. Bon voilà, il aime pas forcément le mois de mars, pas forcément le coureur le plus performant à ce moment-là de l'année. Après, bon, bah, il finit à 1,45 et il y a un débours qui est dû au contre-la-montre et il y a un débours qui est dû à l'étape du Turini où il a lâché, je crois, à 4 bornes de l'arrivée. Donc voilà, il pouvait pas jouer devant. Il n'avait pas la capacité de jouer devant. Par contre, j'ai été surpris par certains coureurs de la AG2R. Nason, qui je ne savais pas était aussi performant que ça en montagne. On l'a vu lors de l'étape de Nice. Ça me rassure par rapport à l'équipe qui sera emmenée sur le Tour de France. On sait qu'il y sera. On sait qu'il y aura certainement Tony Galopin aussi, qui a plutôt été performant, même s'il a dû abandonner le dernier jour parce qu'il était malade. Mathias Franck, qui est toujours un lieutenant important, comme Michael Scherel dans cette équipe. L'équipe a été solide. Après, on verra les éléments qui seront rajoutés sur le Tour de France, parce qu'on sait que c'est l'équipe, euh, c'est la base de l'équipe qui participera au Tour de France, ça c'est clair et net. On rajoutera peut-être Pierre Latour, mais c'est pas sûr. Il pourrait faire d'autres courses, d'autres grands tours, le jeune français. Sixième, Georges Bennett. Toujours présent, Georges Bennett, le coureur de la Jumbo, alors toujours présent sur le Tour de France. Il a déjà fait des top 10 au général ou des top 15. Là, il fait sixième. 2 minutes 20, c'est l'écart qu'il a par rapport au leader. Je pense que c'est pas forcément quelqu'un qui gagnera un jour le Tour de France. C'est pas forcément le plus gros leader également à la Jumbo, parce qu'on sait que en ce moment sur Tirreno, il y a Primoz Roglic par exemple, qui a une équipe assez costaud autour de lui. C'est un bon coureur. Après, Georges Bennett, qui n'avait pas forcément une équipe énorme autour de lui, surtout que beaucoup de coureurs étaient là pour emmener Dylan Groenewegen, le sprinter. Donc il a fait le job, il s'est pas fait avoir les premiers jours, et puis il a été performant après. Il a perdu du temps, je crois me rappeler, sur le contre-la-montre.
C'est un peu dommage, mais voilà, c'est un coureur qui sera certainement régulièrement dans des top 10 de grand tour, voire dans des top 5. Après, pour jouer la gagne, ça me semble un peu plus compliqué. Rudy Mollard 7, bah, bien, bonne course de Rudy Mollard, surtout que là encore, du côté de la Groupama FDJ, on avait plutôt axé l'équipe autour d'Arnaud Desmar. Il monte comme l'année dernière, qu'on peut compter sur lui en tant que leader pour un classement général. Alors peut-être sur une course d'une semaine, sur une course de 3 semaines, faudrait voir. C'est peut-être un peu plus compliqué pour lui au niveau de la récupération. Après, voilà, il a fait une course solide. On l'a peu vu, mais il a toujours été présent dans les top 10. Sur le Turini, il a été à sa place. Ouais, il fait une bonne course, il fait une bonne course. Bob Jungels, 8. Alors, plutôt décevant, Bob Jungels sur ce Paris-Nice. Je m'attendais à mieux de la part du Luxembourgeois, du champion du Luxembourg même, sur route et du contre-la-montre. Il a perdu beaucoup de temps sur le contre-la-montre. Il s'est fait avoir sur les coups de bordure, il n'a pas été devant. Il perd du temps. Sur le Turini, bah, il lâche assez loin de l'arrivée. Et du côté de Bob Jungels, on peut se poser une question. Est-ce que c'est un coureur il veut tellement toucher à tout, Bob Jungels. C'est-à-dire qu'il veut jouer les classiques comme Kurn Bruxelles Kurn, les classiques flandriennes. Mais c'est quelqu'un qui a gagné une classique ardennaise avec Liège-Bastogne-Liège. C'est quelqu'un qui est très très bon sur le contre-la-montre. C'est quelqu'un qui est également très performant. Il a déjà fait 6ème d'un Giro en montagne. Est-ce que à vouloir tout toucher, tous les secteurs du cyclisme, il n'est pas en train un petit peu de se perdre? C'est-à-dire que on a l'impression que cette année, il veut être performant sur les classiques ardennaises et flandriennes. Est-ce que ça ne nuit pas à ses qualités de pur grimpeur ou au moins de coureur par étapes, parce que c'est pas vraiment un pur grimpeur? Moi, je pense qu'il devrait réfléchir à où il veut emmener sa carrière, ce qu'il veut devenir, qui il veut devenir comme type de coureur, un coureur par étape ou plutôt un coureur de classique. Parce que on peut pas faire les deux, ça c'est clair et net. Et aujourd'hui, il essaie de faire les deux et ça pourrait être mauvais pour la suite de sa carrière. On complète le top 10 avec Luis Leon Sanchez et Nour Zakarin. Zakarin jamais vraiment dans le coup pendant la semaine. Il a perdu 2 minutes sur le chrono, quasiment. Euh, voilà, Zakarin c'est un bon coureur, mais on le voyait peut-être à une époque gagner des grands tours. Bon, pour moi, il est en dessous d'un Denis Menchov, par exemple, si on parle de grands coureurs russes. Ouais, il est pas. C'est bizarre, c'est que pour un coureur par étape de perdre 2 minutes sur le contre-la-montre, alors que normalement c'est plutôt quelqu'un qui fonctionne bien dans ce domaine-là. En montagne, on l'a peu vu sur le Turini, donc ouais, il a jamais été en très grande forme, mais là encore pour lui, c'est peut-être un peu tôt, c'est le mois de mars. Et Sanchez, bah lui, il adore le mois de mars, mais au bout d'un moment, c'est pas un pur grimpeur, Sanchez, et le col du Turini, il fallait des qualités de pur grimpeur, et ça lui a manqué. Bon, on complète le top 15 maintenant. Valentin Madouas, très bonne course du Français, 11e, qui est deuxième du classement du maillot blanc. Il vient peut-être de découvrir des qualités en montagne, parce qu'il a fait une bonne montée du Turini. Voilà, il finit qu'à 4,07 dans le même temps que Zakarin. Or, Madouas, il jouait pas forcément le général au début de la semaine. Donc voilà, il jouait plutôt les coups, essayer de gagner des étapes. Donc non, plutôt performant. Grossschartner du côté de la Bora, on attendait plutôt Patrick Conrad dans cette équipe, mais il a été performant, le coureur autrichien. Et puis voilà, il a suivi les coups. Après, il n'était pas très performant. Quand je vous parlais d'Oliver Nessen, il est 13e. Kelderman, 14e. C'est dommage pour Kelderman, il finit à quasiment 6 minutes, à 5,57. Kelderman, il avait très bien passé les 5 premiers jours. Et quand est arrivé le Turini, il a craqué. Après, Kelderman, c'est pas forcément le mec qui peut gagner un grand tour, mais c'est quelqu'un qui est capable de faire des top 10. Après, il a du mal en récupération, c'est pas forcément le mec qui récupère le mieux en 3ème semaine, mais là, sur une semaine, c'était jouable pour lui. Il lui a manqué un petit peu de la caisse. Philippe Gilbert, 15e. Il a tout tenté pour récupérer le maillot jaune lors de l'étape du col du Turini, mais il s'est tellement fait mal lors de l'étape du samedi au col du Turini que le dimanche, il a pas mal souffert lors de cette course. Et puis Calmejane, 16e à 7,28.
Calmejean aussi, c'est un coureur comme Bob Jungels, je pense qu'il sait pas encore ce qu'il veut faire dans sa carrière. On le voit cette année, il va aller sur les Flandriennes. Voilà, il a quand même déclaré avant l'étape du col du Turini, je viens sur cette étape pour me tester face au leader. Sauf que pour moi, Calmejean, c'est pas un pur grimpeur, c'est un puncher. Donc l'étape de Turini, c'était trop long pour lui et on l'a senti, il craque assez tôt dans la pente. Même, malgré le fait que son équipe a fait un énorme travail, Direct Energy avait fait un énorme travail pour bien le placer lors de cette étape avec Adrien Petit, Niki Terpstra par exemple. Donc Calmejean, va falloir qu'il réfléchisse à ce qu'il veut devenir comme type de coureur, parce qu'il ne peut pas tout faire non plus. Il ne peut pas être en même temps un coureur de classique et quelqu'un qui veut gagner tous les grands tours, surtout que je pense qu'il n'en a pas la capacité. Très clairement, Lilian Calmejean. Quelques flops parce que là on était plutôt sur les coureurs qui ont plutôt bien marché lors de cette semaine. Les quelques flops sur cette course. Bon, fallait un peu plus loin dans le classement. Yates, qui a pas été. Alors, vainqueur du contre-la-montre, certes, Simon Yates, mais qui a perdu beaucoup de temps lors des premiers jours, et surtout qu'on attendait un peu mieux lors de l'étape du Turini, où il s'est fait piéger par Martinez, le Colombien de IF Education First. Bon, TJ Van Garderen, bilan mitigé sur cette course. Voilà, il est 19e à 12 minutes 30. Bon, c'est compliqué parce que je pense qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Il s'intègre aussi à une nouvelle équipe. Il est resté pendant très longtemps à la BMC. Il vient de rejoindre IF Education First là, il y a quelques temps. On ne sait pas encore trop quel rôle il aura sur les grands tours. Est-ce que ça sera un équipier de Rigoberto Urán ou est-ce qu'il sera là en tant que leader? Là, c'est vrai qu'il y avait Urán sur ce Paris-Nice qui est tombé lors de la deuxième étape, qui s'est fait une fracture de clavicule, je crois, me rappeler. Bon, voilà, il n'a pas été forcément exceptionnel. Pozzo Vivo, on ne l'a pas vu, comme Lopez, Moreno d'Astana. Là encore, ce sont deux coureurs que nous n'avons pas vus. Et puis Henao qui a perdu énormément de temps sur les trois premières étapes. Et ensuite, pour lui, c'était fini. Et Patrick Conrad, même constat, il finit à 30 minutes, 36e, quasiment à 30 minutes, 29,57. Patrick Conrad, on l'attendait mieux, beaucoup mieux. Il n'a pas été très performant, il n'a pas réussi à. Il a été devancé par Groschartner, qui était, je pense, pas forcément le leader du côté de la Bora en début de semaine. C'était plutôt lui le leader. Et il n'a pas réussi à être performant et à s'en sortir. Pour finir cette vidéo, on va parler du duel entre trois équipes, Direct Energy, Arkea, Vital Concept. Cette bagarre pour les deux dernières places sur le Tour de France. Je rappelle que lors du Tour de France, on aura les 18 équipes World Tour, plus deux équipes qui sont déjà invitées, qui sont les deux premières équipes au classement continental. Le Tour de France applique la réglementation 2020, c'est l'équipe Cofidis et l'équipe Wanty-Groupe Gobert, l'équipe belge, avec le français Guillaume Martin par exemple, ou Johan Ofredo également qui sont dans cette équipe. Du côté de ces trois équipes, je pense qu'on a tous compris que Direct Energy, qui en plus, on a appris, selon des informations de l'équipe, devrait s'appeler dans quelques jours l'équipe Total, devrait changer de nom. On rappelle que Direct Energy, c'est une entreprise maintenant qui fait partie du groupe Total. Direct Energy, bon, on les a vus à l'avant de la course, devant le peloton, pour Calmejean. Calmejean fait 16e, c'est le meilleur des classés de ces équipes-là, de ces trois équipes. Il est le mieux classé au général. Après, au niveau des sprints, Bonifacio, il a fait une place de 6. C'est pas mal, quand même, parce que Bonifacio, je suis pas sûr qu'il soit encore au top de sa forme, physiquement. Puis surtout, le train de la Direct Energy n'est pas encore vraiment en place. Donc Direct Energy me semble prendre la troisième place qualificative. Donc la dernière va plutôt jouer entre Arkea Samsic et Vital Concept Airbnb, BNB Hotel. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est BNB Hotel. Arkea, Warren Barguil qui tombe dès le deuxième jour, c'est dommage parce que lors de la première étape, il avait montré de belles choses.
Après, leur souci, Arkea, c'est que Greppel n'a pas été extrêmement performant au niveau des sprints. Sa meilleure place, je crois que c'est 14e lors de l'étape de Moulins. C'est pas suffisant pour moi. Mal emmené surtout, mal emmené par cette équipe aussi. Quand tu n'as plus 15 leaders sprinters, même si tu es grimpeur, tu dois emmener ton sprinter et il s'est retrouvé tout le temps seul. C'est qu'à chaque fois que j'ai vu André Greppel, il était souvent seul. Voilà, donc ça peut pas le faire. Vital Concept, Cyril Gauthier qui fait 20e au général. Pour un coureur qui n'est pas un pur grimpeur, c'est plutôt très intéressant. Après, il aura manqué Pierre Roland pour jouer une place dans le top 10 du côté du général. Ça, c'est clair et net, même s'il y avait les coups de bordure qui auraient été compliqués pour lui. Brian Cocard fait de top 10, le sprinter français. Pas toujours très bien emmené. Je pense qu'ils peuvent progresser encore dans la conception du train pour Brian Cocard. Moi après, entre ces deux équipes, c'est difficile de dire laquelle ira sur le Tour de France et laquelle pour moi est favorite pour aller sur le Tour de France. Parce que Vital Concept, voilà, encore une fois, sur le Tour de France, je suis pas sûr que Brian Cocard soit capable de faire régulièrement des top 10, surtout s'il est mal emmené. Après, il y a Pierre Roland. Pierre Roland, pour moi, il est capable de faire un top 10 sur le Tour de France. Et face à eux, Arkea, ils ont Warren Barguil qui est aussi capable de faire un top 10. Ils ont Greppel qui est capable de gagner des courses, il est bien emmené, hein, Greppel. Même mal emmené, je pense qu'il est capable de le faire sur le Tour de France. Et puis il y a la notoriété d'André Greppel. Il va pas falloir le négliger. André Greppel, c'est quand même quelqu'un qui a remporté une bonne dizaine de victoires sur le Tour de France, 14 je crois, hein. André Greppel, ça va être quand même compliqué de se passer d'André Greppel et de Warren Barguil qui, il y a 2 ans, a été maillot à pois et double vainqueur d'étape. Ça va être compliqué face à Vital Concept, qui a Brian Cocard, qui n'a jamais remporté d'étape sur le Tour de France, mais qui est un coureur qui a souvent été présent, qui a fait une deuxième place, je crois, déjà des deuxièmes places d'étape sur le classement d'étape du Tour de France. D'un Pierre Roland, qui a fait des top 10 sur le Tour de France et qui a été meilleur jeune, d'un Cyril Gauthier qui a souvent été un des baroudeurs les plus importants dans cette équipe et dans le Tour de France. Ça va être compliqué, puis un coéquipier modèle, Cyril Gauthier, pour Thomas Vauclair à l'époque de Europcar. Donc pour l'instant, je vois pas de favori. Ça va pas être facile de faire ce choix. Puis je voudrais également, pour finir, faire un petit focus sur l'équipe Delco KTM Team Marseille Provence 13. Je crois que j'ai tous les noms dans l'ordre. L'équipe française qui est techniquement pas encore exclue pour cette dernière place qualificative sur Tour de France, mais vu l'effectif, me paraît un peu en dessous quand même des deux équipes que j'ai citées précédemment, mais qui a fait une bonne course. Julien Alfares finit 24e, présent lors des derniers jours dans les échappées. Julien Alfares, il finit à 19 minutes 32, qui a fait une course sérieuse. Julien Alfares, qui n'est pas un pur grimpeur. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont montré le maillot sur des étapes où il n'y avait pas forcément beaucoup de coureurs qui voulaient partir en échappée. Navarro-Doscas par exemple sur l'étape de Moulins-Isor qui a fait l'échappée alors que c'était pas une journée facile, je peux te dire, parce que vu le vent de face qu'il y avait lors de cette étape, fallait vraiment avoir envie de vouloir faire un échappé. Et puis Romain Combo également qui est parti en échappée, leur jeune coureur italien également qui a tenté des choses, Siskevičius également, l'autre coureur lituanien de cette équipe. Non, c'est une formation intéressante et j'espère qu'on la reverra dans d'autres courses, voir le Tour cette saison. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura encore d'autres vidéos cyclisme dans les jours à venir. Je pense qu'on fera un bilan, si j'ai le temps, j'espère assez vite, de Tirreno Adriatico. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pouce bleu et un abonnement si vous aimez bien entendu les contenus de la chaîne. J'espère vous retrouver pour de prochaines aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.